À toutes et à tous, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Après la énième attaque du mouvement du 23 mars soutenu par les Rwandais sur les sols congolais, il y a quelques jours, la dite attaque a vu la chute de Bunagana et les autorités congolaises, en harmonie avec le Conseil supérieur de la défense, ont arrêté une série de décisions. Regardez. 1. L'exigence faite au Rwanda de procéder au retrait immédiat de ses troupes sous couvert du groupe terroriste M23 du sol congolais. 2. La demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la défense salue les efforts de paix et de médiation engagés par le président João Lourenço de la République d'Angola dans le cadre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac et le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le Conseil supérieur de la défense a également salué la forte mobilisation patriotique de la population congolaise pour le soutien indéfectible à nos forces de défense et de sécurité. Il a en outre chargé les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le commissaire général de la police nationale congolaise à prendre toutes les dispositions requises pour éviter la stigmatisation, la chasse à l'homme et tout autre acte de nature à troubler l'ordre public, l'unité et la cohésion nationale durant cette période. Le Conseil supérieur de la défense a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de poursuivre le processus de paix de Nairobi en cours pour la pacification de l'Est du pays et de toute la sous-région. Le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement d'assurer une prise en charge immédiate de la population congolaise en détresse, victimes de ces actes de barbarie et de terrorisme qui ne resteront pas impunis. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a encouragé le gouvernement de mettre davantage des moyens nécessaires à la disposition des forces de défense et de sécurité pour assurer la... L'invalidation de certains députés pour absentéisme, Jeannette Kabila hausse les tons. On se demande si on a encore une Assemblée nationale. Il n'y a aucun respect des textes. Regardez cet élément de Dalia Belema. Marie-Ange Mouchébekwa, Henri Mova Sakani, Adolphe Mouzitou, Papi Nyango, Yves Moulimba-Limba ont été invalidés à la suite du rapport déposé par la commission spéciale temporaire mise en place pour statuer sur ces cas. Le député proche du FCC ont formulé plusieurs critiques. Il déplore le fait que les preuves justificatives mises à la disposition de la commission chargée d'études de ces dossiers n'ont pas été prises en compte. Dans la foulée, le député national Jeannette Kabila a dénoncé la violation constante du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution de la République démocratique du Congo. On sort de la plénière, mais premièrement on signale la validation du règlement intérieur qui s'est fait quotidiennement à la Chambre basse du Parlement. On se demande si on est réellement à l'Assemblée nationale. Et pour ces dossiers, quelques élus de l'opposition se sont invalidés. Même ceux-là qui ont présenté leur justification, comme le cas de Madame Marie-Ange Mouchébekwa. Elle qui a présenté ses moyens de défense, mais sans une suite favorable. Voilà pourquoi nous, FCC, nous disons qu'on aura un autre comportement vis-à-vis de certaines plénières. La dite commission a été mise en place à la suite de la motion du député national Paulin Odiane. Parmi les députés qui ont été auditionnés à la commission spéciale et temporaire, il y a entre autres Néhémie Moulania, Boniface Balamangue, Papi Nyango, Janine Mabunda, Henri Mova, Nanou Memba, Fofo Kondi, Oban Minaku, Marie-Ange Mouchébekwa ainsi que Jeanne Kimbunda. Selon le président de cette commission, cette application est conforme à la Constitution et son article 110 et du règlement intérieur dans son article 95.
Au Parlement, mais à la Chambre haute, les sénateurs ont adopté à leur tour les projets de loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière présidée hier mercredi 15 juin par les deuxièmes vice-présidents de cette institution, Sangoumou Temongade. C'est un récit de Divine Bala. Les sénateurs ont adopté en seconde lecture le projet de la loi d'habilitation du gouvernement au cours de la plénière présidée ce mercredi 15 juin 2022 par le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Temongonde. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 80 membres ont pris part au vote, 74 membres ont voté oui, 5 membres ont voté non et un seul membre a voté abstention. Le texte est envoyé au chef de l'État en vue de sa promulgation. Pendant les 3 mois de vacances parlementaires, les 2 chambres du Parlement ont autorisé le gouvernement à légiférer sur les matières telles que la prorogation de l'état de siège, la loi sur la programmation militaire 2022-2025, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'artisanat, la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, la ratification du protocole de la SADC pour la science, la technologie et l'innovation. Les gouvernements avaient justifié que cette manière de faire est conforme à la Constitution de la République, plus précisément en son article 129. En justice, l'affaire Kamere Consort, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a reporté les délais du prononcé au 21 juin 2022. Images et commentaires. Ordonnance portant prorogation des délais du prononcé, numéro 002/2022. Nous, Aimé Ilunga Chimakeji, premier président de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, assisté de M. Marcel Mpiana Kabongo, greffier principal du siège, vu la demande verbale présentée le 16 juin 2022 par la Chambre statuant dans la cause inscrite sous RAC numéro 003, opposant les ministères publics et la partie civile aux prévenus Kamere, Kanyingini Vital et autres, demande tendant à obtenir la prorogation du délai des prononcés initialement prévu le 16 juin 2022. Attendu que certains éléments du dossier nécessite un examen approfondi pour rendre une décision qui soit juste à ces causes, vu l'urgence, vu l'article 43 A1.3 de la loi organique numéro 13/011B du 11 mars 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'article 38 A1.2 de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, ordonnant qu'il est prorogé de 5 jours à dater de la présente les délais du prononcé de l'arrêt dans l'affaire pré-rappelée, ainsi fait et ordonné en notre cabinet à Kinshasa-Gombe au jour, mois et an dessus. Marcel Mpiana Kabongo, greffier principal, Aimé Ilunga Chimakeji, premier président. Dans son discours clôturant la session de mars, le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Barati Lukwebo, a condamné les récidivismes du mouvement du 23 mars sous les parrainages du Rwanda. C'est un propos recueilli par Dalia Abeleba. Ce comportement récidiviste, ignoble et macabre du groupe terroriste M23 sous le parrainage d'un pays voisin. Honorables sénateurs et chers collègues, il est de mon devoir de relever ici le fait que le Sénat s'est acquitté pour sa part, dans un esprit républicain, de ses missions constitutionnelles consacrées à savoir légiférer, contrôler et représenter les provinces. Et rendons-nous à l'est du pays où 2 personnes ont été tuées par balle dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF dans la soirée du mercredi 15 juin à Mamiki, dans la cité d'Oisha au nord Kivu. C'est un commentaire de Divine Bala. Plusieurs maisons ont été incendiées et 2 personnes ont rendu l'âme dans la soirée du mercredi 15 juin dans une attaque attribuée aux combattants ADF dans la cité d'Oisha au nord Kivu.
D'après les délégués du gouvernement à Oicha, Nicolas Kikuku, qui confirme l'incursion rebelle a eu lieu à 21h locale. Les victimes ont été achevées dans leur maison. Cette autorité administrative explique aussi que les assaillants sont venus du nord-est de la cité. Ils ont, dans la foulée, incendié 3 maisons d'habitation. Les corps sont présentement à la morgue de l'hôpital général d'Oicha. Signalant que c'est la deuxième attaque attribuée aux rebelles ougandais ADF enregistrée près d'Oicha en l'intervalle de 48 heures. Dans la soirée du mardi dernier, 4 autres civils ont été exécutés dans les villages de Matombo, au nord de la cité, et 4 personnes grièvement blessées. Ces attaques de présumés rebelles ADF surviennent alors que plusieurs unités FARDC ont été relevées de la zone en destination du Petit Nord Kivu, où le rebelle M23 ont occupé certaines localités, dont Bunagana. Toujours à l'intérieur du pays où une série des ateliers sur la sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles sous le haut patronage du ministère de la Défense et des anciens combattants à Kolwezi dans la province de Lualaba et à Lubumbashi dans les Hauts-Katanga par la commissaire chargée de la lutte contre les violences faites à la femme. Regardez. Sous le haut patronage du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, une série d'ateliers de sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles a été organisée récemment à Kolwezi dans la province du Lualaba et à Lubumbashi au Haut-Katanga par la commission chargée de la lutte contre les violences faites à la femme au sein de FARDC. Ces assises, coordonnées par le colonel diplômé en stratégie et défense Batabombi Apanda Jean Daniel, commandant du service de communication et d'information adjoint en charge de l'administration et de la logistique et secrétaire de cette commission, était à l'intention des 80 participants composés des officiers de commandement et des acteurs judiciaires et avait pour thème la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres au sein de l'armée, tolérance zéro immédiate. Au terme de ces ateliers, le colonel Batabombi a livré ses impressions. Les impressions sont très favorables parce que nous avions senti le niveau de réceptivité de ces participants et nous avions senti même le niveau d'engagement des commandements militaires, notamment les commandants régionaux, qui nous a soutenu tout le long du processus afin d'aboutir au succès de cette activité que nous venons de récolter. Le commandant Sifa adjoint n'a pas laissé indifférente la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Selon lui, face aux incursions de l'armée rwandaise au sol congolais en appuyant les M23, en cas de droit de poursuite, les RDF ne fera pas face au FARDC car le rapport de force est favorable pour la RDC. Par rapport à ce qui se passe à l'est, la victoire est dans notre portée parce que nous sommes là, les forces armées régulières, pour défendre l'intégrité du territoire national, les frontières et la protection de nos populations. Et maintenant, les envahisseurs, les agresseurs, les terroristes qui tentent de venir s'aimer la désolation pour notre population, ils ne réussiront pas. Et je vous dis, aujourd'hui, nous, les forces armées, jusque-là, nous opérons dans le cadre de légitime défense. Nous connaissons de là où vient l'agresseur. Il faudra non seulement les neutraliser sur le territoire congolais, mais il faut aller au-delà des frontières. Les différentes factions de la milice Codeco se sont officiellement engagées à cesser les hostilités et adhérer au PDDRCS. La lecture de leur acte d'engagement a été faite le mercredi 15 juin 2022 à Bunia en présence du gouverneur militaire d'Ilituri Luboya Kachama Johnny. Regardez. Décidément, l'heure de la paix a sonné à Ituri. L'acte d'engagement de cessation des hostilités signé par la milice Codeco bar IRDPC à l'issue du dialogue intracommunautaire Lindou a été lu par ses miliciens puis remis au gouverneur militaire de l'Ituri ce mercredi 15 juin à Bunia. Toutes les factions de ces groupes armés décident d'arrêter les hostilités et adhérer au PDDRCS. Nous remercions le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine, pour nous tendre encore la main. L'IRDPC bar Codeco et il sera toujours favorable à toutes les initiatives du chef de l'État pour restaurer la paix en Ituri
La communauté Lendu qui a restitué le dialogue intracommunautaire tenu à Reti du 1er au 4 juin dernier plaide pour une mise en œuvre rapide du programme de DRCS pour mener à bien cet engagement. Au gouvernement de la République démocratique du Congo de tenir compte de la ferme volonté de la Codeco à respecter son engagement au processus de paix, d'accompagner et ou encadrer cet acte d'engagement de la Codeco de cessation immédiate des hostilités par les actions concrètes. De son côté, la société civile de l'Ituri estime qu'une étape importante de la pacification de l'Ituri vient d'être franchie grâce à l'administration militaire. Nous sommes à la joie parce que nous arrivons à cette étape. L'Ituri a besoin de la paix, on a besoin de voir la reconstruction de notre province et ce maintenant. Pour des députés provinciaux et chefs coutumiers de Djougou, le gouvernement doit accompagner cet acte d'engagement. La population iturienne attend la paix, la cohésion. C'est de voir la manière dont son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province, est en train de s'investir. Nous avons été témoins de son accompagnement à terme de stratégie pour que effectivement cette cérémonie d'aujourd'hui puisse être une cérémonie réussie. Quand on est face à un processus, il peut y avoir des circonstances. Dans le cadre de la commémoration de la guerre des 6 jours à Kisangani, plusieurs activités sont organisées par les acteurs de la société civile de la Chopo. Jean-Dédé Kilima, coordonnateur de la structure Ukumbusho, a expliqué devant une foule des élèves dans la ville de Kisangani. C'est un élément de Nestor Fuluma. La ville de Kisangani est dans le rythme de souvenirs douloureux, deux affreux de la guerre de 6 jours il y a exactement 22 ans. C'était au mois de juin 2001. Ici, Jean-Dédé Kilima, coordonnateur de Ukumbusho, explique aux élèves le raison de la commémoration de la guerre sur le sol congolais. La guerre des 6 jours, c'est quoi? C'est un événement malheureux que la ville de Kisangani a connu en juin 2001. Aujourd'hui, nous avons totalisé 22 ans. Je suis convaincu que pendant la guerre de 6 jours, beaucoup d'élèves ici n'étaient pas encore nés. Va ou faux? Qui était né pendant la guerre de 6 jours? Qui a 22 ans? Les Rwandais et les Ougandais ont quitté chez eux. Ils sont venus à Kisangani. Ils ont tué nos grands frères, nos parents. Ils ont détruit notre ville. Ils ont pillé les richesses de la ville de Kisangani et des provinces de la Chopo. À cette époque, nous étions encore pendant la province orientale. Voilà pourquoi nous sommes une nouvelle génération qui avons décidé de commencer à défendre la ville de Kisangani. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Voilà pourquoi les enfants doivent connaître l'histoire du pays et celle de la ville de Kisangani. L'avenir de demain se prépare aujourd'hui, dit-on. Ainsi, pour faire comprendre le future génération à bien aimer le pays, le coordonnateur de Ukumbusho a une stratégie. À cette période, la République tout entière est mobilisée contre les agressions des armées étrangères dans les pays comme le Rwanda ou encore l'Ouganda. Il faut que la paix règne dans tout le territoire, afin de promouvoir le développement du pays à travers ses fils et filles, car ces pays a trop dans l'instabilité de conflits armés. Le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU alerte sur une potentielle catastrophe humanitaire liée à la crise alimentaire créée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Imagine. En 10 ans, le nombre de déplacés forcés n'a cessé d'augmenter dans le monde. En Afghanistan, 6 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer face aux violences des talibans et à la crise humanitaire. Des habitants déracinés aussi en Éthiopie qui fuient la violence du conflit au Tigré ou au Yémen ravagé par la guerre depuis 7 ans. Au total, près de 90 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde en 2021, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Et depuis, le chiffre a encore augmenté avec l'invasion russe en Ukraine. Des millions d'habitants ont quitté leur maison pour trouver refuge dans l'ouest du pays. D'autres ont marché des kilomètres pour rejoindre une frontière européenne et fuir le pays.
La guerre en Ukraine a déplacé entre 12 et 14 millions de personnes, selon la façon dont vous les comptez. Donc le chiffre a dépassé les 100 millions. Ce nombre pourrait encore grimper avec la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre menée par la Russie. Partout, les prix flambent et les pénuries, notamment de céréales, s'aggravent, menaçant de faim des millions de personnes. La guerre, les droits de l'homme, le climat, si en plus de cela vous avez une crise alimentaire, cela ne fera qu'accélérer les tendances décrites dans ce rapport et que nous avons déjà vu s'accélérer au cours des premiers mois de l'année. L'ONU dénonce également l'inéquité dans l'accueil des réfugiés et l'aide financière accordée selon leur pays d'origine. Et puis en international, les présidents français Emmanuel Macron, les chanceliers allemands Olaf Scholz, ainsi que les présidents du Conseil italien Mario Draghi sont arrivés à Kiev en Ukraine où il s'est tenu un point de presse conjoint entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien. C'est un élément de Dalia Abelema. Nous remercions vivement tous nos partenaires d'apporter leur aide en la matière pour toutes les fournitures d'armes lourdes et dont nous avons toujours besoin pour les systèmes à lance-missiles, les systèmes de missiles antiaériens. Il s'agit là de la défense des vies des Ukrainiens. Chaque jour de retard pour acheminer cela donc, a son coût en termes de vie humaine et en termes de destruction que subissent nos villes. Donc l'Ukraine reste dépendante et plus vite ces fournitures vont se faire, plus forte sera notre capacité de défense, puisque l'ensemble de la population ukrainienne n'entend qu'une chose, c'est la libération totale du territoire de notre pays. J'ai évoqué donc les différents efforts qui sont entrepris par tous les partenaires pour rétablir la paix. Nous constatons l'absence du côté russe de la bonne volonté pour relancer ce processus de paix. La Russie ne souhaite pas la paix. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est la guerre. En ce motif est de casser l'Ukraine et par là casser toute l'Europe, toute l'unité européenne. Elle cherche à démontrer que l'Ukraine n'est pas consistante et en même soutien cette perspective d'intégration européenne de l'Ukraine. Nous avons un niveau historique de soutien en faveur de l'Ukraine et de son peuple, et c'est la chance de saisir. Nous avons évoqué les sanctions qui sont adoptées par l'Union européenne en vue de ukrainien, mais c'est surtout celui qui a donc à l'origine de ce blocus, c'est-à-dire la Fédération de Russie, qui doit faire le nécessaire. Donc, je vous remercie pour tous ces échanges. Préparons-nous ensemble à ces décisions importantes qui arrivent afin de consolider la sécurité de toute l'Europe. Merci encore de votre présence ici. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Vivez heureux, sans stress et surtout dans l'allégresse. Bonne soirée chez vous.